Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode, le 11e d'une série de 12 pour raconter 12 jours de méditation que j'ai vécu en Colombie auprès du peuple des Arhuacos il y a 2 ans en 2024. Pour ce 11e jour de cette retraite de méditation, on va méditer sur le thème de l'estomac de la mer au sens de l'océan. L'eau. La consigne du MAMO, une fois qu'on est installé autour du feu sacré à 6 h du matin pour une durée d'à peu près 6 heures, la consigne du sage, c'est de se concentrer sur ses origines, là d'où on vient, et sur toutes les souffrances qui restent dans l'estomac, et qu'il va falloir y penser bien et bien nettoyer. Il nous dit que la mer, c'est la source, c'est là où ça a commencé, que c'est la mer qui a entraîné les mouvements de terre, qui a fait naître les montagnes et la vie. Donc, on va commencer la méditation en s'imaginant dans le placenta. La première étape, ce sont les pensées, et la deuxième étape, à peu près à la moitié du temps, c'est le nettoyage. Je ferme les yeux et j'entre dans ma méditation. Je visualise le placenta dans le ventre de ma mère et je me visualise moi-même et ma sortie avec mon propre estomac, mon propre espace du ventre. Je le vois et je vois ce qui y entre depuis bébé, un peu de lait de ma mère, mais pas longtemps, et tous les petits pots. Puis, je vois la frustration et la tristesse de l'incompréhension et la brutalité de quand mon beau-père, quand j'étais enfant, m'avait crié dessus pendant un exercice de dictée à la maison. Et sur le moment, je ne savais plus comment on faisait le son O autrement que par un O. Et je m'étais sentie nulle parce qu'il avait eu un air méprisant qui laissait apparaître que c'était tellement évident qu'il y avait d'autres possibilités de faire le son O. Et que moi, j'étais stressée et que j'avais un trou noir, que j'avais été incapable de réfléchir, comme les chats dans les phares d'une voiture. Et je me souviens que la perte de patience chez un adulte est vraiment effrayante pour un enfant, pour l'enfant que j'ai été. En visualisant aussi mon estomac, je pense à mes torticolis de boyaux qui sont causés par les peurs et les souffrances. Je me souviens de ce qu'on dit de l'estomac dans la société, que c'est le deuxième cerveau. Et d'un coup, en me rappelant ça, je vois mon ego tout à coup descendre dans mon ventre instantanément. Et ça faisait comme une petite boule noire avec 2 points blancs en guise d'yeux et une bouche type celle de Pac-Man. C'était mon ego. Et là, je vais le raconter tel que ça s'est présenté à moi, mais en gros, c'était comme si c'était l'histoire de l'ego dans le corps, dans mon corps et dans le corps des humains tel que je le perçois avec mon prisme. Donc là, je visualise un ventre vide et un ego qui a très faim et il attend. Il vit dans l'attente. Il va essayer d'aller chercher à bouffer dans les estomacs d'autres humains, mais il ne reçoit rien. Quelques flatteries et enculeries, rien de profond. L'ego est par définition égoïste. Tout ce qu'il partage, c'est les souffrances dont il se nourrit. Sa bouffe, c'est les souffrances. Alors, son duplicata dans le cerveau va monter des stratagèmes pour nous donner envie de chocolat. Me donner envie de chocolat. Il adore le chocolat, l'ego. Au lait. Alors, il vient semer un doute, puis une réelle suspicion d'échec qui évolue en découragement. Et là, naît l'envie de chocolat. Trop fort. Alors, il bouffe le chocolat. Et l'émotion associée. Une tristesse, une frustration, une peur, une culpabilité. Il ne savoure pas, il ne peut pas le faire. L'ego se presse dans tout le temps. Mais il est super heureux comme ça.
Enfin, dès qu'il a terminé le bout de chocolat, il a encore faim. Il n'est jamais rassasié. Alors, il va aller faire un petit tour dans le foie, imbibé d'alcool, pour oublier son vide dans l'estomac. Ça marche bien. Il est anesthésié pendant un moment. Il est même totalement désinhibé et se met à sauter partout dans le foie, incontrôlable. Jusqu'à ce qu'il ne sente plus l'effet de ce produit magique et légal, qu'est l'alcool, et qu'il sombre dans un sommeil profond. Quel bonheur d'oublier ce vide quelques heures de plus. Il se réveille un peu mou, mais il a déjà super faim. Alors il sème de la culpabilité. Pas trop quand même, il s'agirait de ne pas réveiller l'âme qui dort profondément. Et puis quand même, l'alcool lui aura permis de bien se dépenser et de danser dans la manière digne d'un samedi soir. Il est décidé à trouver une autre source d'abondance pour son estomac, qui est vide. Il se dirige vers le bas du corps, vers le sexe. Au moins, il pourra être en fusion avec un autre ego et ils pourront partager leurs souffrances. Alors il arrive à faire sortir son hôte, la personne qui est habitée par cet ego en question, ou moi-même quand ça m'est arrivé, et il part en chasse. Et là ça choque, pas, un peu de sexe animal sans amour, parce qu'il n'y a pas le temps de le trouver. Il va peut-être mourir demain, de faim, et ça claque sauvagement, comme dans les pornos. Et à un moment, quand il n'y a plus de fessées égotiques, il n'a plus rien à faire là. Son hôte est fatigué. Il sent qu'il a besoin de repos, seul, de couper un peu avec l'extérieur pour se recentrer un peu. Le repos, il est facile dans ces moments-là. C'est de la survie du corps, directement animé par le moi profond. C'est les moments de solitude dont j'ai besoin et que par conséquent j'apprécie quand j'ai surconsommé la société à cause de mon FOMO. Et en fin de journée, après un bon repos, encore insuffisant, il sème une petite graine, une anxiété de fin de journée, de solitude, de culpabilité d'avoir rien fait. Il va faire un petit tour dans les poumons. Il va pouvoir s'embrumer la gueule pour oublier le vide. Cette compagnie mentholée si familière. Ça lui rappelle les nuages qu'il a vus une fois à travers le hublot. C'est comme du coton. Ça fait du bien après quelques heures qu'il n'était pas venu dans les poumons. Il se nourrit en prime de l'émotion qui précède cette cigarette. C'est un régal. Finalement, il a plein de bouffe, l'ego, mais il s'ennuie un peu. Il a envie d'aller rencontrer des amis. Alors il renvoie son duplicata dans le cerveau pour planter un petit germe d'ennui et de solitude pour bien déprimer son hôte et le faire sortir avec des copains. Il se met en poste dans le foie et il attend, tout content, d'être imbibé à nouveau. Ça y est, il est arrivé dans l'ego collectif, c'est la grosse teuf. En plus, lui, il est gonflé à bloc. Il sait qu'il peut réveiller les égos endormis. Allez, on y va, on va danser et sauter partout. Et le lendemain, il va faire un petit tour dans les muscles en souffrance. Il se fait un petit shot de nuages de la veille qui reste dans les poumons avec toutes les cigarettes fumées. Il retourne dans l'estomac pour continuer à se nourrir du vide et de tout ce qui l'accompagne. L'ego, il a peur de mourir, mais il va finir par provoquer sa propre mort, emporté avec son hôte humain dans sa tombe après une overdose, un cancer ou un suicide. Voilà, c'était la petite histoire de l'ego qui s'est construite au fil de ma méditation. Et cette histoire m'a un peu agitée, c'était violent. Donc j'essaie de me concentrer sur ce qu'il y a dans mon estomac, de me concentrer sur cette méditation où je suis invitée à penser à des choses concrètes de ma vie. Donc là, je mets le doigt quand même sur des choses qui m'animent, qui font que je m'anesthésie encore parfois alors que ça me dérange de le faire. Mais je veux voir ce qu'il y a dans mon estomac. C'est le thème du jour. Et donc, je me concentre sur ce qu'il y a. À part la tristesse de la correction violente de ma dictée que j'ai évoquée en début de méditation,
Je repense à la tristesse et le complexe provoqué par un ancien amoureux qui comparait mes bras à ceux d'autres filles en les qualifiant de gros, au point qu'il m'arrivait de les cacher. Et il y a aussi la culpabilité dans mon ventre de m'être laissée influencer par ce type. Je ressens de la tristesse pour l'espèce humaine que j'ai ressentie quand il m'a dit « Avec toi, j'ai perdu mon temps et mon argent ». Me vient, sur le ton du sarcasme, mais me vient quand même « Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 16 ans, j'ai des gros bras et je fais perdre aux gens leur temps et leur argent. Enchantée ». J'ai donc dans mon estomac une masse de bile verte-jaune, en plus des torticolis de boyaux. Il y a des sentiments de trahison, de salissure, le dégoût provoqué par les mensonges et les manipulations des hommes que j'ai aimés. Et avec ça, la culpabilité d'être restée avec eux, en m'autoproclamant complice de leurs actes à mon encontre. J'ai de la colère à l'encontre de moi-même, à l'encontre de cette part de moi, de mon ego qui m'a fait croire que je me trompais même quand j'avais des preuves en main, le déni. Ou alors, ça me disait que c'était pas si grave. Mais oui, parce que l'ego collectif, il dit toujours « Ah, personne n'est parfait, puis c'est un mec, tu sais, c'est pareil partout, c'est comme ça. Mais si il t'aime, et toi, t'es pas un peu exigeante ?» J'ai donc dans mon estomac la culpabilité de ne pas m'être respectée, de ne pas avoir écouté mes besoins et mes envies à travers le prisme de mon estomac, de mon cœur, dans mes limites. Je regarde à nouveau dans mon estomac ce qu'il y a. Je vois, il y a aussi le dégoût des institutions et de leur fonctionnement. Une pièce de théâtre mise en scène par l'ego. Je repense au mépris des jurys dans les concours qui se sentent supérieurs et écrasent les complexés d'infériorité comme moi. J'accepte l'idée que la provocation puisse servir à voir les réactions des candidats, mais ça se sent quand l'ego vient se poster dans les yeux de son hôte. Ça ne concerne pas toutes les personnes dans les jurys, mais c'est que l'ego, il prend de la place. Il laisse des traces et il traumatise. Et je pense à tous ces démons politiques, à la manœuvre du troupeau d'ego sur pattes, la peur sociétale devant la vérité et les stratagèmes cérébraux collectifs pour légitimer leur action à ces démons politiques. Je me souviens quand je me disais non, quand même, l'État, il ferait pas ça, ce serait abusé. Je me souviens avoir cru des choses comme ça pour légitimer, pour me dire mais non, c'est pas possible que l'État fasse des choses aussi grosses contre les populations. Donc, c'est quand j'étais encore bien endormie et dans un déni presque volontaire, de me dire c'est pas possible que voilà. Donc je repense à tout ça. Ensuite, quoi d'autre dans mon estomac? La tristesse et la culpabilité de m'être oubliée dans des moments d'intimité trop sauvages pour mon corps et mon âme, mais directement inspirée de l'industrie pornographique et des pratiques des hommes. Je regarde quoi de plus dans mon estomac? L'anxiété provoquée par ma peur de la solitude, alliée au manque de confiance en ma propre compagnie et sans clope, sans alcool. Mais ça, maintenant, je suis prête à le tenter. En plus, je suis pas seule. Je suis avec Luce, ma lumière, avec Alma, mon âme, et la petite Marine. Et même mon ego, que j'avais baptisé Roger pendant cette retraite de méditation. Et je me dis, on sera 5 pour toujours, pour le reste de ma vie. Je pense à l'angoisse provoquée par ma peur de la mort, qui me fait me dépêcher, qui m'empêche de réfléchir. Ça, j'en ai déjà parlé.
C'est mon ego qui a peur de mourir et qui crée cette peur chez l'humain. Parce que l'âme, elle ne peut pas mourir. La lumière non plus. C'est la lumière, elle n'a pas de fin. Je vois l'anxiété provoquée par l'envie de laisser quelque chose derrière moi et de contribuer de mon vivant au collectif. Et ça rejoint la peur de la mort. Si je vis en ayant peur de la mort, je ne vis pas. Je vois aussi l'angoisse provoquée par ma peur de l'invisible. Parce que maintenant que j'ai rencontré Luce, la lumière, et Alma, mon âme, et que j'ai entendu un chant d'ange à la rivière, que l'esprit de l'eau m'a répondu en méditation, je suis prête à sentir et entendre les mondes qui accompagnent les humains. Et ça me fait peur, ce monde invisible, parce que je ne le contrôle pas, je ne vois pas, je sens. Je repense à ma bile. Mon ego, à ce moment-là, a été présent. Je me suis dit, j'aimerais bien vomir ma bile quand même, pour la voir et avoir la preuve que cette retraite a fonctionné et m'a soignée pour le reste de ma vie. Donc là, je lui dis, pop, je t'arrête, j'ai pas besoin de voir pour croire. Mon cœur me suffit. Je guéris de l'intérieur, des profondeurs. La lumière rayonne tout au fond et elle t'éblouit au passage. Et à chaque fois que je sens sa présence qui se résume à des obstacles, des peurs, des freins. En fait, ce sont des freins. Et ben, ça m'énerve parce qu'il est déjà là. En fait, et le fait que ça m'énerve, c'est qu'il est déjà en train de mastiquer ma colère. Donc là, je me familiarise vraiment avec où est-ce qu'il va, comment est-ce qu'il fonctionne chez moi, comment est-ce que je fais pour le sentir. Et même s'il a beaucoup de place, il prend beaucoup de place à ce moment-là, ben c'est le début d'une période où je vais être un peu en lutte avec moi-même après cette retraite, etc. Je fais une parenthèse. Et où je vais être un petit peu obsédée par mon ego et comment il fonctionne. Et là, je le vois bien en relisant mes notes de cette retraite de méditation, c'est que j'en parle beaucoup. Et ben, je découvre à quel point c'est complexe et à quel point il y a le petit ange et le petit démon. Et que finalement, c'est plus ou moins simple, qu'en tout cas, ça vaut le coup de regarder comment ça fonctionne. C'est ça que ça me fait comme effet. Et de toute façon, c'est un passage obligé. Et là, je me dis, bon, et la peur de perdre ma foi, est-ce que j'en parle? Et je me dis, c'est interminable, la racine de l'ego. Je voulais demander à l'esprit des toucans de me montrer des toucans aujourd'hui. Et il m'a semblé que mon ego disait et si tu en vois pas, c'est que tout ça, c'est n'importe quoi. Je dirais que c'est plutôt mon mental. En fait, c'est le besoin de preuve. C'est le besoin de décrédibiliser ce qui ne peut pas être vérifié. Donc si je vois des toucans, et ben il y a la foi, il y a mon côté foi qui va dire bah oui, je vais demander. Et puis il y a l'ego qui va me dire mais non, c'est un hasard, c'est qu'un concours de circonstances. Et donc ça me fait peur. Dans le doute, j'ai demandé à voir des toucans ce jour-là ou le lendemain en descendant de la montagne pour le dernier jour de la retraite. Et j'ai optimisé les chances d'en voir en proposant 2 créneaux. Donc c'est une foi toute relative. Ça se chamaille beaucoup dans ma tête. Et dans mon estomac, j'ai aussi la déception d'avoir vu ma famille dans une scène intime
Ça m'avait dérangée parce que je trouvais ça irresponsable de leur part quand on sait que des ados, ça se couche tard. Voilà, c'était un soir tard et c'était dans une pièce de la maison qui était commune. Je repense à ça, ça me revient comme quelque chose qui n'est pas pardonné, qui est toujours là et qui fait que j'en veux et que je n'ai pas transmuté. Ensuite, on passe à la deuxième étape de la matinée de méditation, qui est le nettoyage, la limpieza. Donc je me lance avec le mouvement des mains au niveau de la poitrine, comme pour induire un mouvement dans le corps, faire bouger les choses, les lâcher, les nettoyer, les lessiver, les transmuter. Et donc je commence mes phrases par « je nettoie » et je laisse venir. Je nettoie mon estomac à l'eau de mer, de toutes les souffrances qui l'habitent et du vide émotionnel. Je nettoie mon estomac à l'eau de mer des angoisses, de la culpabilité, des larmes intérieures et des anxiétés enfouies dans mes boyaux. Je demande pardon à mon estomac pour avoir mangé et bu mes émotions dans les moments de tempête, d'agitation interne. Je me pardonne pour toutes les bières que j'ai bues alors que j'en avais pas vraiment envie et pour toutes les cigarettes que j'ai fumées pour accompagner ma solitude, seule à la maison et en société. Je demande pardon à mon corps pour l'avoir négligé pendant 34 ans. Je me pardonne d'avoir laissé régner mon ego dans tous les organes de mon temple ici-bas. Je demande pardon à mon foie, à mes poumons qui ont tenu bon. Je les remercie. Je me pardonne d'avoir accumulé la bile dans mon ventre parce que je ne savais pas. Et maintenant, je sais. Et maintenant, je veux être responsable. Et je m'engage à honorer le vaisseau humain d'Alma et Luz, de mon âme et de ma lumière, en étant pleinement Marine, Almar. Le Mamo, le sage, nous invite ensuite à faire une dernière méditation à la rivière où on doit prendre 7 engagements envers soi-même. Le premier engagement que je prends, c'est « Je lâche ma bile dans la mer et ses torticolis de boyaux. Je reste dans la lumière et l'affrontement des peurs. » Deuxième engagement, « Je lâche ma peur de la mort. Je reste dans la lumière, invincible. » Troisième engagement, « Je lâche ma peur de la solitude. Je suis avec Luz, Alma, la petite Marine et Roger. Je ne pourrai pas m'ennuyer et avec Roger, je pourrais même rigoler. » Roger, c'est le nom que j'avais donné à mon ego. Quatrième engagement. Je lâche ma peur de l'invisible, je reste dans la lumière, dans ma lumière, et suis protégée et j'ai confiance en l'univers. Cinquième engagement. Je lâche ma peur des autres, la tentation de les contenter ou de leur prouver ou de subir la manifestation de leur ego. Je reste dans ma lumière pour éblouir le mien et le leur. Sixième engagement. Je lâche le manque de confiance en moi et poursuis mes rêves dans la lumière. Les rêves de la petite Marine. Septième engagement. Je lâche mon absence au présent et je reste dans la lumière, en continu, présente à moi-même, l'esprit clair dans mon corps sain. Et la méditation devait ensuite trouver une fin dans une méditation de l'arbre. Donc je pense aux arbres tout autour. Je me visualise comme un arbre. Je suis un arbre ancré au bord de la rivière. Je laisse ma sève sortir de moi. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur d'être seule. Je contemple l'invisible. Je n'ai pas peur des autres arbres. J'incarne un rêve et je suis présente au présent.
L'enfant intérieur est la première porte vers l'âme. L'enfant n'a pas d'ego. Il laisse place aux rêves. Et après, il les oublie, entre guillemets, en grandissant dans la société. C'est sur ça que s'est terminée cette 11e méditation sur le thème de l'estomac et de la mère, la source de vie. L'idée, c'était de nettoyer ce qui restait après ces 10 premiers jours de retraite pour se préparer au 12e jour, le dernier, qui est sur le thème de la positivité. C'est une dernière méditation où on s'est réveillé à 1h du matin, on a fait une marche jusqu'à un rocher sacré dans la jungle de la Sierra Nevada, que je raconterai, que je partagerai la semaine prochaine. J'espère que cet épisode, avec le son de la rivière à côté de moi, où je suis actuellement à La Réunion, c'est la rivière du Mât, côté Salazie. J'espère que ce bruit n'était pas trop encombrant. C'est un parti pris, celui d'être dans la nature, pour raconter ces temps de méditation qui ont été sacrés pour moi. Merci pour ta présence. Je souhaite que mon récit ait pu avoir des résonances constructives par rapport à ta propre vie. Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.